Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un brin de légèreté. Je suis Laetitia, photographe spécialisée dans le personal branding et les photos d'entrepreneurs, et dans ce podcast, j'avais envie de donner la parole à celles et ceux qui, chacun à leur manière, apportent un petit peu de légèreté dans la vie de leurs clients. Aujourd'hui, j'accueille Emmanuelle Ravello qui est facilitatrice en transition écologique et bien-être au travail. Emmanuelle, bonjour. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc première question, c'est toujours la plus dure. Est-ce que tu peux te présenter en dehors de ton métier? Oui, je peux le faire. Alors, moi je suis Emmanuelle, j'ai 42 ans, je suis, maman de 2 adolescents, de 15 et 12 ans, donc une vie bien chargée avec leur propre vie. Je suis en Alsace depuis, presque 25 ans et je suis originaire, des Vosges qui me tiennent, très à cœur. C'est mon petit, voilà, ma petite Madeleine de Proust. Et puis, que te dire d'autre? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, partager, échanger, discuter, rencontrer. Donc je crois qu'on va passer un bon moment. Ouais, super, on va partager, donc tout à fait dans tes cordes. Merci. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler aujourd'hui de ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Oui, alors mon métier, ce que je te disais, il y a pas encore si longtemps que ça, c'est toujours un petit peu difficile de le présenter, mon métier. Mon métier, c'est un métier qui est assez, récent, si on veut dire ça comme ça. Alors tu m'as présenté et je me définis sous facilitatrice en transition écologique et bien-être au travail. Quand j'ai dit ça, c'est souvent très, très long. En tout cas, pour, rendre les choses un peu plus, concrètes, je travaille aux côtés des entreprises, pour, mettre en place ou améliorer les démarches, qui sont, des démarches de l'ordre de la RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Je les accompagne, tout au long du parcours de un petit peu stratégique lié à cette responsabilité, et j'aime bien, la redéfinir, la RSE, vu qu'elle est pas souvent, elle a pas toujours, bonne cote. Je la redéfinis et moi, mon métier, c'est réinventer les stratégies d'entreprise. Ce qui me permet en tout cas, avec ces entreprises, d'envisager, de prendre en compte leurs vulnérabilités, tant environnementales que sociales, et de travailler avec eux sur des modèles d'affaires, qui pour demain, plus robustes, plus humains et plus résilients. Un beau projet. Alors, c'est vrai que par rapport à mes autres invités, tu sors un petit peu du lot parce que d'habitude, j'interviewe des personnes qui travaillent avec les particuliers. Donc, toi, tu travailles avec les entreprises. Et j'interviewe des personnes qui apportent un petit peu de légèreté dans la vie de leurs clients. Et c'est vrai que l'écologie, alors bien que là, tu travailles justement en entreprise, donc pour aider finalement les employés à se sentir mieux aussi au travail, l'écologie, c'est pas forcément un sujet facile à aborder, qui apporte souvent des tensions. Donc je pensais que c'était quand même un sujet qui est très important à aborder. Donc c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer dans ce podcast. Oui, merci beaucoup. Alors oui, c'est peut-être pas un sujet, enfin c'est un sujet complexe, mais c'est un sujet que, en tout cas, moi je tiens à déployer, à diffuser et à partager, sous l'angle de la joie. Ah, donc c'est peut-être là où on va se retrouver. Je trouve que justement s'il est vu, que ce soit pour, une entreprise, un citoyen, n'importe quelle, voilà, personne qui s'empare du sujet, s'il n'est vu que sous l'angle de la contrainte, je peux comprendre que du coup, ce soit pas très, très, léger et intéressant même, comme sujet. Et pourtant, en fait, je l'apporte moi sous l'angle de la joie, je le porte aussi sous l'angle du lien. Moi avec ma petite entreprise, je porte 2 missions, hein. La mission qui est d'accélérer les prises de conscience, puisqu'il y a un réel enjeu, de pardon, je regardais, j'avais mon petit lapin sur le côté, mais Pas il de est souci. il est pas loin, il est avec nous. Donc accélérer les prises de conscience, parce que c'est important, de voilà, de porter à connaissance de tout à chacun, des enjeux qui sont les nôtres, qui sont nos enjeux, actuels. Mais surtout aussi, la deuxième mission, c'est de créer du lien autour de ces enjeux environnementaux et sociaux, et du coup, c'est par là que moi pense apporter, et que je souhaite faire la différence sur ces sujets que l'on peut trouver, par moments un petit peu trop plombant, parce que les constats sont là, les constats sont plombants, mais l'action, elle peut se faire par la légèreté, par la joie, par le lien. Et du coup, je pense que, voilà, ma place finalement dans ce podcast, elle est pas si, elle est pas si à côté ou décentrée par rapport à ce que tu souhaites faire. En tout cas, surtout par rapport à ma posture.
Bien sûr, oui. Bah, c'est pour ça que je t'ai invitée. Alors, juste pour les auditeurs, c'est vrai que moi, j'étais aussi avant animatrice en transition écologique. Donc, je faisais des petits ateliers pour les particuliers. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés également. Et effectivement, j'ai aussi remarqué ça, c'est que si on impose en fait nos idées, si on impose voilà, les petits gestes à faire au quotidien, ben, finalement, ça ne marche pas et que c'est vraiment par le côté ludique, par le partage, comme tu le dis, que ça fonctionne le mieux. Ouais. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais juste te poser la question, comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de te lancer là-dedans? Ouais. Alors moi, je pense pas avoir eu, comme certains, le déclic, la veille, il y avait rien, le lendemain, il y avait quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui s'est construit, d'abord sur des valeurs personnelles plutôt fortes, que j'ai portées et qui se sont construites au fur et à mesure, et bien, de mon avancée dans la vie, tout simplement. Pour beaucoup, et beaucoup de personnes vont relater le fait que devenir parent, change, à sa perception un petit peu du monde et autres. Oui, bien sûr, moi, ça y a contribué, mais ça c'est et pour autant, mon fils a 15 ans et mon entreprise a 6 ans, donc il a fallu du temps, il y a c'est du temps de cheminement. C'est vraiment, une comment dire? Un cheminement personnel avec des valeurs personnelles qui m'ont fait le plus qui au fur et à mesure m'ont fait le plus me rapprocher de ces enjeux et de ces sujets de, prendre soin de soi, prendre soin des autres et par le fait, prendre soin de de l'environnement dans lequel on vit, de cette planète Terre qui nous accueille et cetera et pour moi, tout ça, c'est intrinsèquement lié et j'en suis arrivée là, avec, comment dire? Enfin, quand j'imagine que quand tu m'as dit: «Comment je suis arrivée là?» c'est pour des questions professionnelles. Comment tu es arrivée à faire ce métier? Hem, Au bout d'un cycle d'un autre, métier que j'ai porté pendant une quinzaine d'années, je suis arrivée au bout de ce cycle et je me suis demandé ce que j'avais vraiment envie de faire, demain, et cetera et bien sûr, c'était dans les périodes un peu covid, comme beaucoup d'entre nous, donc une grosse remise en question. J'ai voulu donner un peu plus de sens à tout ça et voilà, j'ai décidé de créer Ecoguy, qui a le nom, inspiré très fortement de l'ikigai, qui est quand même une question de raison d'être et donc voilà, j'ai voulu aligner mes valeurs personnelles et mon impact, mes envies, sur dans mon métier et dans mon quotidien professionnel. Beau parcours. Heu, du coup, au départ, tu étais, il me semble, seulement, sur les particuliers et Ouais. après tu es partie, sur les entreprises. Alors justement, pourquoi ce choix? Ouais, j'étais et j'y suis allée très peu de temps sur les particuliers parce qu'en fait, effectivement, ma première volonté, c'était de de m'attaquer enfin, non, on va rester honnête. J'ai voulu être sur les je serai toujours honnête dans ce que je vais dire, mais même honnête avec moi-même, c'est ça que je voulais dire. J'ai lancé mon entreprise à destination au départ des particuliers pour des questions typiquement de légitimité, de syndrome de l'imposteur. Et donc je me suis dit: «Bon, OK, moi j'ai cheminé dans ma propre vie, donc j'ai envie d'aller aider ceux qui veulent le faire aussi et de le faire à leur échelle dans, leur vie quotidienne et leur vie, familiale, personnelle». Hem Et très vite, franchement, en 2, 3, allez 6 mois grand maximum de lancement d'activité, officielle, puisqu'avant ça, pendant 1 an, tu travailles, sur, le fond de ton activité sans parler au monde. Mais, très vite, je me suis rendu compte que de une, c'était pas aligné avec ce que je voulais. Ça me paraissait très, délicat d'aller, heu, facturer les particuliers, à essayer d'être plus responsables dans leur vie quotidienne. Je me voyais vraiment plus être là, sur, de l'ordre du conseil, de l'échange encore une fois, mais très philanthrope plutôt que professionnel et d'en faire un business et en plus je me suis dit: «Finalement, moi qui cherche à avoir de l'impact sur ces sujets-là, il va falloir que j'aille voir et que je vois et que j'accompagne énormément de personnes». C'était pas un business model qui était, viable en soi, surtout un business model qui aurait reposé exclusivement sur du volume et c'est pas du tout ce que je prône même avec mes entreprises accompagnées aujourd'hui. Donc les particuliers, je les ai accompagnés, sur des moments ludiques, un petit peu comme tu proposais toi, et donc sur des ateliers pour faire rentrer ça dans leur quotidien. C'était sympa pour moi, mais pour moi, ça me manquait, d'impact, ça manquait d'effet, et voilà, c'était pas en accord avec, moi et après je me suis dit: «Bah, en fait, des particuliers, il y en a plein, puisqu'ils sont tous dans leurs entreprises toute la journée. Donc si je touche et si j'actionne avec une entreprise une stratégie, globale, plus systémique, ben, au lieu de toucher, une famille de 5 personnes, je vais peut-être toucher, une entreprise avec 200 personnes qui elles-mêmes auront des familles et qui elles-mêmes, auront donc mon intérêt, c'était, voilà, de
d'actionner mes propres leviers sur des publics plus larges par le biais, la porte d'entrée des acteurs économiques, parce que au-delà de ça, je pense vraiment que la différence, elle peut être faite sur ce public-là. Les acteurs économiques ont quand même un grand poids à jouer dans notre société. Ok. C'est vrai aussi que l'ayant vécu, quand on fait des ateliers comme ça pour les particuliers, souvent, c'est des personnes qui sont déjà sensibles, déjà intéressées, et qu'on leur apporte finalement pas grand-chose. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de toucher les gens qui, justement, ne s'y intéressent pas ou ne se sont jamais posé la question. Et donc, d'aller dans les entreprises, finalement, tu vas toucher un plus grand nombre de personnes et des personnes qui n'avaient même pas pensé à réfléchir à la question. Donc, ça ouvre vraiment l'éventail de personnes touchées. Oui, et puis alors si, je pense que ce qui était intéressant dans le fait de toucher des personnes un peu, on va dire convaincues ou sensibles au sujet, c'est que je pense que en tout cas, je vais parler pour moi, ce que j'apportais dans mes ateliers, c'est justement des sas d'échange, des sas «Ah, enfin moi aussi ça m'inquiète», des sas où il y a de la discussion, de la conversation, où on n'est pas seul vis-à-vis de ses préoccupations, et du coup, c'est là pour moi, j'apportais déjà un peu de joie, un peu de légèreté, un peu de cohésion autour de tout ça, et finalement on peut aussi avoir la sensation d'être seul des fois quand on essaye de faire mieux. On peut avoir la sensation d'être seul, d'être dans un autre dans un schéma qui n'est pas le nôtre. Donc c'est valable pour les entreprises. À mon sens, ça fait exactement la même chose. C'est que moi j'œuvre avec eux sur l'idée de tout seul, on n'y arrivera pas. Ensemble et avec de la coopération, avec des sujets portés plus larges et par plus de monde à la fois, il y a des moyens de bascule qui sont importants. Et du coup, le fait de le faire et de vrai comme ça sur des publics plus larges, ça a vraiment en général un sens qui est différent. Alors aujourd'hui, on nous dit souvent, faut trier, faut éteindre l'eau quand on se brosse les dents, des petits gestes du quotidien. Et on entend aussi beaucoup de gens qui disent: «Oui, mais c'est pas ça qui va changer les choses». Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui disent: «Bah, ça sert à rien de faire, ces petits gestes-là»? Ouais. Alors je dis que ça ne sert jamais à rien. Je dis que ça sert, la 1re, intention en tout cas, c'est d'être, raccord avec soi-même. Si vous, ça vous dérange pas de laisser, couler le robinet pendant 3 minutes, de vous laver les dents, de jeter votre papier par la fenêtre, en voiture, voilà, c'est votre problème. Par contre, si ça vous pose un cas de conscience, à partir de là, c'est déjà un sujet, et c'est déjà, une question de le faire pour soi, pour, les personnes qui nous paraissent, qui nos proches, et pour cette planète qui nous accueille, certes. Donc les petits gestes, moi je ne fais pas partie de l'équipe de il faut ou il ne faut pas. Je pense que pour tous, il faut partir de quelque part, que les petits gestes emmènent souvent à des grandes réflexions et à des grandes reconsidérations. Et c'est souvent par là qu'on commence à s'interroger, à se demander même à creuser les sujets. Ce que je Pour moi, les petits gestes permettent les grandes, réflexions, et permettent de se reposer des questions, d'aller plus loin que juste faire le petit geste. C'est qu'à partir du moment où on décide de le faire, c'est souvent là où on va se renseigner, on va regarder une conférence en plus, on va, en parler avec d'autres, voilà, c'est souvent un peu initiateur. Alors oui, c'est pas suffisant. Clairement, il faut arrêter de faire croire au monde que, en faisant des petits gestes de sobriété, les choses vont aller mieux. C'est pas suffisant parce qu'on a dépassé beaucoup trop de limites, parce que, on est beaucoup trop à flux tendu aujourd'hui. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est souvent ce que je dis d'ailleurs. Et puis encore une fois, il y a pas de petits gestes, il y a des gestes. Je pense qu'il vaut mieux en faire des petits que de ne pas en faire du tout. Alors là, du coup, moi, ça me fait penser à un petit message personnel à tous ceux qui jettent leur mégot par la fenêtre. Moi, je comprends pas parce qu'au-delà de l'écologie, c'est juste un manque de respect et c'est vraiment, je trouve, ouais, une sensibilité effectivement que les gens n'ont pas, que de se reposer les questions de pourquoi je fais les choses, enfin voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu très agaçant. Et effectivement, comme tu le dis, je pense que quand on est droit dans ses baskets, dans le sens où on sait qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on fait les choses bien, qu'on sait pourquoi on le fait, on va aussi le faire. Ça va nous apporter juste de la fierté personnelle, tout simplement, de se dire, bah, j'ai fait un petit geste. Voilà, même si c'est un petit geste entre guillemets, mais au moins j'ai fait quelque chose.
C'est aussi se reconsidérer avec un petit peu d'humilité, de Oui. reprendre l'idée qu'on fait partie d'un tout, que ce tout, il est quand même là, enfin que tout fonctionne ensemble. Si tout dysfonctionne, on fera partie du dysfonctionnement aussi. Et donc du coup, bien sûr, l'idée n'est pas de porter une culpabilité écrasante par rapport à d'autres considérations qui elles font énormément le poids et la différence. Mais on fait partie d'un tout, on fait partie de cette biodiversité, dans son sens large. Notre bonheur et notre bien-être ne peut pas, être, présent dans un environnement, dans un contexte, dirons-nous hostile. Et donc du coup, c'est vraiment, juste un petit peu reprendre une posture un peu moins égocentrée que l'humain a malheureusement, un peu trop, déployé ces quelques dizaines ou centaines d'années passées. Et que voilà, pour moi, c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser le mot écologie, mais le seul moment où je vais peut-être le prendre, c'est de se dire on passe de l'ego à l'éco. Et là, dans l'éco, on considère qu'on fait partie de ce tout et qu'il n'y a pas de position de supériorité, et qu'au contraire, si notre intelligence d'humain nous permet de faire plutôt le bien que de continuer à détruire, eh bien, utilisons-le plutôt dans ce sens-là, plutôt que dans l'autre. Voilà. Merci. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, par exemple avec une entreprise? Peut-être nous donner un exemple de ce que tu as mis en place, en entreprise? Ouais. Alors ça c'est très différent d'une entreprise à l'autre parce que ça dépend souvent d'un petit peu là où j'arrive, est-ce qu'ils en sont aux prémices, d'une prise de conscience, d'une volonté de changement? Est-ce qu'ils ont déjà, eux, mis en place plein de petites choses, mais du coup, c'est très déstructuré et là, j'arrive beaucoup sur le côté, on va reprendre ça, on va rendre ça plus stratégique avec la définition d'objectifs et puis de même on va plus loin, un petit peu sur la partie vision, raison d'être même de l'entreprise. Et j'arrive aussi dans un autre, cheminement d'entreprises qui ont, vraiment une volonté d'aller au-delà et qui sont prêts à la transformation puisqu'en fait, c'est vraiment ça que je vise avec les entreprises que j'accompagne, soit seules, soit au sein, de collectifs dont je ferai peut-être état tout à l'heure. Et bien, des fois, là, on va vraiment au-delà de la simple responsabilité qui est de l'ordre de la res de du respect des normes, de limiter ses impacts négatifs. On peut aller au-delà et on peut aller chercher des transformations, de business model qui vont vraiment, contribuer à générer des impacts positifs nets. Et ça, c'est vraiment mon 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 cheval de bataille. Mais cependant, toutes les entreprises n'en sont pas à ce stade-là. Donc, quand j'arrive dans une entreprise ou une organisation, on va dire qui est en chemin, mais qui n'a pas encore, prêt pour la transformation, plus profonde. Souvent, on commence dans un premier temps, donc avec l'équipe, dirigeante, s'il n'existe pas d'équipe, dédiée au sujet de la transition écologique ou du bien-être au travail, avec l'équipe dirigeante, sinon conjointement avec cette équipe, dédiée. On va reprendre les bases. Je fais toujours un temps de diagnostic, d'immersion, c'est très important pour moi d'être sur site, de me rendre compte entre ce qui est dit, ce qui est vécu et ce qui est vraiment perceptible. Donc ça, c'est toujours un temps un peu, de diagnostic un peu 360. Je porte pas une expertise particulière, par exemple, énergétique bâtiment ou l'alimentation durable à la cantine et cetera. Je vais vraiment regarder ça de manière, vision large, vision 360. Et on se rend assez vite compte de l'état d'avancement, du potentiel de cette entreprise, peut-être des trous dans la raquette. Donc des fois, il suffit déjà d'évoquer tout ça, ensemble et ensemble on déploie un premier plan d'action, pour avancer, cheminer encore une fois, avec un objectif de le court terme, moyen terme et long terme, avec une projection. Moi, je cherche toujours avec eux à ce qu'il y ait une projection quand même sur, à quoi vous avez envie de contribuer, au-delà de bien trier les déchets, à la cantine. Parce que ça, c'est pour moi, aujourd'hui, ça devrait même plus être un sujet, en fait. Quand on rentre par l'angle du déchet, ça me gêne un peu aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est des sujets qu'il faut malgré tout, entreprendre. Donc après, soit je les aide, à structurer cette stratégie, donc à définir ses grands objectifs, à le décliner en actions, en indicateurs. Donc ça c'est, la partie un peu, terre à terre de la RSE avec, cartographie aussi toutes leurs parties prenantes parce qu'une entreprise, faut jamais qu'elle oublie qu'elle est
elle est pas toute seule, donc elle s'adresse à ses clients, mais elle a aussi en allié des fournisseurs, elle va avoir en allié des partenaires, ou peut-être même une collectivité publique ou autre avec laquelle on va pouvoir aller œuvrer ensemble à l'atteinte de nos objectifs de à minima réduction des impacts négatifs. Donc voilà, avec eux, on travaille sur selon le champ qu'on me laisse d'action, sur cette définition de stratégie, sur la structuration en interne euh, d'un plan d'action qui permette un suivi. Parce que très souvent, la RSE, elle est très diluée dans une entreprise. On fait la journée de la Terre quand elle arrive. On s'intéresse à la qualité de travail sur la semaine au mois de juin, quand c'est la semaine dédiée. Et puis après, on sait plus trop, on sait plus ce qu'on a fait, on sait pas en relation avec quoi. Donc c'est vraiment tenir un fil rouge avec eux. Et dans mon fond caché, c'est de réfléchir avec eux sur la raison d'être précise de leur entreprise et de voir si, au-delà de cette partie visible, qu'est-ce qui peut se cacher dans la partie invisible. Et là, on peut toucher véritablement à leur business model. Est-ce que je fais de l'extraction, énormément de ressources naturelles? Est-ce que je suis dans un schéma social qui est entendable ou pas pour mes collaborateurs, pour mes prestataires, pour mes fournisseurs, etc. Là, on passe une couche. Voilà. Ça se travaille un peu en couche, souvent, hein. Souvent avec les entreprises. Alors, j'ai plein de questions. Vas-y. Déjà, la première, est-ce que tu peux juste nous donner un exemple concret d'une chose que tu as mis en place dans une entreprise? Ouais, concrètement, ça passe souvent par la stabilisation d'un poste ou d'un comité RSE dédié. Parce que très souvent, c'est un sujet qui, malheureusement, est très mal attribué, enfin qu'on s'attribue très mal en entreprise parce qu'il est délégué à quelqu'un qui est un peu sensible comme ça. Bon tiens, ça peut être intéressant que ce soit toi qui t'en occupe. Je pense que ça va te faire un petit écho possible à une vie passée. En tout cas, souvent, euh, ça permet ce que je fais mettre en lumière, c'est que si on veut en faire un vrai sujet et un sujet stratégique, ça peut plus être un sujet à la marge, et donc il faut dédier des moyens humains, en l'occurrence, des moyens potentiellement financiers, certes. Enfin, après c'est de la redistribution de budget et des moyens même techniques et logistiques à tout ça. Donc là, dernièrement, pour avoir un exemple qui m'est venu quand tu m'as posé cette question, ça a été vraiment la mise en place d'une responsable RSE dans une entreprise qui faisait déjà beaucoup de choses, mais qui le faisait un petit peu à la volée. La formation de cette personne, la mise en place avec elle d'un outil qui va lui servir de pilotage pour gérer avec son équipe, puisque l'idée c'est pas que cette personne soit seule, mais qu'elle soit bien intégrée au CODIR et qu'elle puisse avoir un lien direct avec des ambassadeurs, par exemple, sur le terrain. Donc, qu'elle puisse avoir les outils, les moyens et la capacité de cheminer, elle aussi, sur ce sujet. Donc ça a été issu à la fois d'un diagnostic, à la fois d'un besoin et à la fois, surtout, oui, d'une volonté un peu criarde, enfin, qui nous saute aux yeux à ce moment-là. Donc là, tu mets en place une personne finalement qui va prendre le relais après toi pour continuer toutes les démarches. Mais justement, encore plus concrètement, est-ce que ça va être sur la réduction des déchets, l'utilisation de l'eau, sur l'énergie, un vrai exemple mesurable de quelque chose qui a été fait? Ouais, c'est difficile de te donner ça parce qu'en fait, des indicateurs, on va les chercher sur tous ces sujets. C'est-à-dire que moi, je ne rentre pas par la porte exclusivement ou de l'eau ou du déchet. Bien sûr, juste un exemple pour nous donner concrètement une idée de qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Ça peut être n'importe quoi, juste quelque chose où tu dis, ah là, j'ai fait quelque chose, on a vraiment eu un vrai impact. Ouais. Eh bien peut-être je sais pas si ça va te suffire, mais je vais te le donner comme ça. La mise en place d'un bilan écologique sur le site enfin écologique de biodiversité sur le site du client, donc avec un écologue, en partenariat avec un écologue, qui du coup permet de faire un recensement des différentes espèces qui sont sur le site et puis avec lesquelles on a décidé derrière de pouvoir être moteur et de mettre en place différentes
petites choses à destination de la biodiversité, donc pour préserver et pour capitaliser sur les hérissons qui pouvaient passer par là, mais qui avaient besoin d'endroits pour se cacher, etc. Euh, et du coup, ça part encore une fois grâce à ça, d'un constat sur site de cet écologue qui permet derrière de le suivre et de prendre des engagements pour développer et redévelopper ou renaturer l'espace pour pouvoir avoir des meilleurs résultats aussi sur la partie biodiversité. Ça aussi, c'était une de mes questions, c'est justement comment on mesure finalement notre impact, comment on fait pour savoir si effectivement un geste est efficace ou pas Mhm. dans Bah, une entreprise, hein. bien sûr. Bah, déjà, on commence par le calculer parce que la plupart du temps, on ne sait pas d'où on part. Donc, on commence par le calculer. On commence aussi à le répertorier. Donc, si je prends le poids, alors on va prendre les déchets, mais c'est pas mon sujet prédilection, mais c'est celui qui parle le plus. Si je veux parler déchets, j'ai besoin de peser et de connaître ma tonne de déchets ou ma quantité de déchets. Si je vais prendre, alors, plus précisément, le sujet du biodéchet, par exemple, pour mesurer le taux de gaspillage alimentaire dans une cantine d'entreprise, je vais déjà avoir besoin de peser les déchets qui sont en sortie de cantine quand tout le monde a déposé son plateau et a bien trié son biodéchet, et les déchets qui sont issus de la production, par exemple. Si je n'ai que des indicateurs au départ au nez ou au doigt mouillé, je ne peux pas me permettre de viser un objectif de réduction de 10, 20, 50 ou 100% de tout ça. Après, c'est de mettre en place des suivis de ces indicateurs, mais pour les suivre, il faut les partager. Il faut les partager avec les personnes qui sont concernées par, par le fait de générer, par exemple, ce déchet. Donc du coup, ça va être de s'intéresser à évoquer le sujet avec les collaborateurs, de savoir comment on peut moins se servir, voilà pourquoi je prends du pain automatiquement alors que je sais qu'une fois sur deux je le mange pas, etc. Et puis peut-être un travail en cuisine quand il y a de la production sur ces déchets ou sur la réutilisation même de ces déchets, avec l'objectif partagé de les réduire à X% la première année. L'idée c'est que aussi d'y aller pas à pas. Il y a toujours une question c'est pas que des petits pas là, mais c'est d'y aller avec. C'est sûr que si j'ai des indicateurs très hauts et que pour l'année d'après, je veux qu'ils soient réduits à néant, il faut rester réaliste. Et ces indicateurs, il va falloir les décliner dans le temps. La transition, elle se fait toujours de manière, enfin, sur du temps long, même si on peut prendre des décisions fortes. Ça, c'est important aussi. Oui, faut jamais lâcher finalement, faut toujours continuer vers là où on veut aller, quoi. C'est de l'amélioration en On continu. continue. Ouais. Mm. Tu parlais tout à l'heure de la semaine du développement durable, ce genre de choses. C'est vrai que ça, c'est des choses où souvent les entreprises parlent beaucoup de voilà, on a fait ça, on a mis ça en place, etc. Mais c'est souvent en fait des petits événements one shot. Est-ce que justement, tu rencontres beaucoup d'entreprises qui font un peu entre guillemets du greenwashing en disant nous on fait de l'écologie, mais finalement derrière il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Oui, bah en fait, je sais pas si j'en rencontre beaucoup, mais ce qui est certain, c'est que ces entreprises le font pas forcément avec une intention de greenwashing. C'est que des fois, elles pensent faire le nécessaire ou ce qu'il faut en faisant ce genre d'action dénuée de sens et de vision plus large. Donc c'est un petit peu comme l'histoire des petits pas tout à l'heure. Ça veut pas dire qu'il faut pas les faire, ça veut pas dire qu'il faut pas marquer ces temps forts. C'est aussi des grands temps de cohésion d'équipe. Donc euh, d'ailleurs moi, là on parle beaucoup d'environnement, de ressources, etc. Mais j'ai aussi tout le sujet de la qualité de vie et et conditions de travail. Mais voilà, c'est très intéressant d'être dans des temps forts d'équipe autour de ces sujets, puisque tant qu'à faire, on fait une pierre deux coups. À la fois, on réunit nos équipes et puis en même temps, on les sensibilise sur des choses qui font foi commune. Mais c'est pour certaines entreprises, oui, c'est suffisant. Enfin, pour certaines entreprises, ils considèrent ça comme suffisant. Pour autant, c'est pas pour ça qu'ils vont faire du greenwashing. Ils vont faire ils ont peut-être les yeux pas suffisamment ouverts. C'est-à-dire que, encore une fois, on regarde à l'extérieur et avant de regarder à l'intérieur même de son entreprise. Et voilà. Et ça, c'est là où tout l'intérêt de mon métier, c'est d'aller changer un peu ce paradigme et d'aller aussi réquestionner l'entreprise elle-même sur son propre poids, sur son propre impact, sur sa propre capacité elle-même à changer les choses. Et donc, du coup, là, après,
ce genre d'événements deviennent des temps forts inscrits dans une stratégie plus globale de l'entreprise. Donc, il n'y a pas à les supprimer ni à les encenser. Pour moi, ils ont lieu d'être. Ils ont plein de co-bénéfices, ces événements-là. Mais comme les petits pas, ils sont pas suffisants. Et du coup, est-ce que l'écologie, ça coûte forcément de l'argent à l'entreprise? C'est une part d'investissement qui est souvent avec un retour sur investissement notable, mais qui est sur le temps long. Donc, c'est plutôt à voir, à mon sens, comme un investissement plutôt que comme un coût. Et les retours sur investissement sont vraiment très très positifs. Il faut juste accepter à la fois le temps long, comme je viens de le dire, et le retour sur investissement qui n'est pas toujours là non plus que monétaire. Investir sur la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, on va avoir d'autres retours sur investissement avec un taux de turnover plus bas, des absences maladie moins importantes, et donc des coûts évités. C'est plus des coûts évités que de l'argent gagné. Voilà. Oui, clairement, ça peut avoir un coût, mais moi je parle plus d'investissement. Ok, Et ce n'est pas non plus une loi, enfin voilà, une valeur négligeable. négligeable, mais surtout obligatoire. C'est-à-dire que c'est pas que l'entrée par le coût. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font avec des coûts très minimes. Voilà. Oui, on revient aux déchets, même si c'est un peu, comme tu dis, pas forcément ton élément, mais c'est vrai que si on réduit nos déchets ou notre utilisation d'eau ou notre utilisation d'énergie, finalement, ça va même nous rapporter de l'argent directement. Donc il y a des choses, parce qu'on imagine souvent que l'écologie, ça va nous coûter cher. C'est ce que disent les gens. Par exemple, si je veux acheter bio, ben, ça va me coûter plus cher, etc. Mais pas forcément, en fait. C'était ça un petit peu vers là que j'avais envie Mm. de t'emmener. Oui, oui, non, c'est ça. Et puis surtout que, au pire, les économies qui peuvent être réalisées sur la réduction de l'utilisation d'une ressource par exemple, ces économies-là peuvent servir à déployer d'autres projets à visée beaucoup plus positif. Donc c'est aussi ça, le retour sur investissement. C'est dans quelle mesure on peut voir les choses sous un autre angle. C'est encore ce sujet. Du coup, comment tu fais pour emmener les salariés avec toi dans les changements, puisque finalement, c'est quand même eux qui sont à la base de tout. Comment tu fais pour les emmener avec dans les changements? Ouais, alors je dirais pas que c'est eux qui soient à la base de tout. Je change pas mal mon fusil d'épaule là-dessus. Pour moi, ils sont des alliés certains et notables qu'il ne faut absolument pas oublier. Mais pour moi, à la base de tout, ça reste vraiment celui qui tient les rênes de l'entreprise et ceux plutôt, même parce qu'en général ils sont plusieurs. Mais en tout cas, le comité de direction qui prend quand même les décisions importantes et qui donne le chemin dans lequel on va marcher tous ensemble. Donc, les collaborateurs, il y a un intérêt certain à aller les embarquer très très vite dans la stratégie, même quand elle est balbutiante. Les collaborateurs, ils ont besoin de sentir quelque chose d'assis euh, de fort de la part de leur comité de direction sur ces prises de décision, et surtout ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que le changement peut apporter aussi beaucoup de satisfaction et même de bénéfices je parle pas des bénéfices forcément financiers, mais beaucoup de bénéfices à l'entreprise. Les collaborateurs, on vient les embarquer sur le fait de les interroger, de les engager et de les impliquer eux-mêmes dans le déploiement de cette stratégie. Donc leur voix doit compter, leur connaissances, leurs compétences doivent être mises en avant aussi, et il faut faire voix commune. Donc sur un temps bien, enfin il y a des temps nécessaires de sensibilisation et de formation commun qui sont de l'ordre de l'acculturation, hein, de donner des informations, un niveau d'information global à tous. Il y a un énorme besoin de communication et de conversation autour de ces sujets-là qui permettent, encore une fois, de faire voix commune d'humain à humain au sein même d'une organisation. Parce que de toute manière, ce qui vient nous toucher en premier quand même, c'est souvent nous en tant qu'humains, même si on est collaborateurs, nous sommes tous des humains et le DG est aussi un humain parmi d'autres. Et donc, c'est souvent en créant en fait ces connexions un peu plus
un peu plus invisible que, on va commencer à réussir à embarquer les collaborateurs et puis à partir du moment où enfin on le voit, hein, mais il y a beaucoup d'études, beaucoup d'enquêtes là qui sont sorties ces quelques dernières années. On a de plus en plus de personnes qui s'interrogent sur, l'essence même enfin le sens même de leur travail et donc, sans, sans en faire un un sujet, prioritaire parmi les autres, mais en tout cas enfin, sans en faire le sujet prioritaire, ça devient un sujet prioritaire parmi d'autres, comme la rémunération, bien évidemment et donc du coup, à partir du moment où en tant que collaborateur, on se sent partager un sens commun, et on porte une vision d'entreprise qui nous fait écho, on a déjà beaucoup plus de facilité à prendre part aux initiatives que nous propose, l'entreprise et puis après l'entreprise peut aller très loin, elle est pas obligée simplement de de les faire intervenir sur, un petit temps entre midi et 2 et les choses après, sont censées être, abouties. Non, on peut aller, chercher toute la force de l'intrapreneuriat au sein même de l'entreprise, par exemple, sur des sujets comme celui-ci. C'est montrer aussi qu'on a confiance en nos collaborateurs, leur faire confiance sur le fait qu'ils portent peut-être eux-mêmes des solutions. Oui, comme disais, je pense que c'est important de les mettre, de les impliquer dedans, parce que parfois on a l'impression aussi d'avoir des directives qui sont mises en place, mais on n'est même pas interrogé, on ne comprend même pas pourquoi. Donc de le comprendre pour vraiment s'impliquer, c'est important, je pense, pour les collaborateurs. Ah oui, il faut comprendre. Sans comprendre le pourquoi, Ça le marche pas. pourquoi et le pourquoi, bah, ça marche pas ou en tout cas ça s'essouffle et puis c'est vu comme de la contrainte. C'est exactement comme je l'ai dit tout à l'heure, en le voyant avec un peu plus d'inclusion, de partage et surtout en se sentant considérés tous dans le même navire pour ça, c'est vraiment, après il y a toujours des réfractaires, hein, malgré tout, et ça c'est comme ça et c'est la vie, c'est la société. Il y a pas à se battre contre ça. Faut chercher les alliés plutôt, c'est tout. Si maintenant on est salarié dans une grande entreprise et que justement on a cette sensibilité-là et qu'on sent qu'il se passe rien dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'aime bien encore une fois passer par, le fait de faire porter sa voix avec toute bienveillance, mais en tout cas, on peut chercher, nous aussi en tant que collaborateurs et salariés déjà, à se réunir à plusieurs. On n'est certainement pas, tout seul ou juste, avec la personne de notre bureau, concernée avec qui on en discute au café. Donc on peut déjà essayer de prendre la température, de se réunir, d'ouvrir des espaces de dialogue, au sein de l'entreprise pour, se sentir un petit peu plus armé, un petit peu plus fort pour pouvoir après, échanger ne serait-ce qu'avec, le middle management par exemple, donc son responsable, c'est N+1, c'est N+2, sur des considérations, que l'on veut porter ou que l'on veut voir porter. C'est, interroger son entreprise aussi sur sa vision. Il y a des questions de transparence, qui sont de l'ordre de la direction enfin, plus la direction est transparente sur sa vision à 5, 10 ans, ou autre et plus, on peut rentrer dans des brèches d'informations. Après on peut aussi être, force de proposition. Je suis collaborateur, salarié, intéressé ou sensible à ces sujets, je connais, j'ai une compétence, j'ai une envie, je peux commencer par être simplement force de proposition. Là où il faut faire très attention par contre, c'est que, si la direction, trouve ça intéressante, il faut vite que ça s'engrange dans, un partenariat avec la direction. Enfin un partenariat, on travaille ensemble. Je ne suis pas là pour, enfin je risque de m'épuiser à, tous les midis organiser, un petit atelier ou un petit temps avec mes autres collaborateurs en plus de mon travail. Je peux aussi, l'exprimer clairement, lors de mes entretiens annuels, individuels et cetera, avec des volontés de changement de poste. Il y a des capacités, voilà, de cet ordre-là. En tout cas, pour moi, il faut se faire connaître, se faire reconnaître, en tant que, salarié sensible qui souhaite, avancer sur le changement, avec l'entreprise. Et après, il faut quand même garder en tête que, c'est pas parce qu'on est sensible, si l'entreprise en elle-même ne souhaite pas avancer, ou ne souhaite pas, enfin ne fait pas des démarches dans un sens de transformation, il y a des questionnements à savoir, est-ce que je mets ça dans la place de ma vie professionnelle ou pas? Quelle place je lui donne? Et à quel point je me rends actif ou j'attends, enfin où je me positionnerai dans l'entreprise une fois qu'elle-même aura bougé. Souvent, il y a un petit décalage. Ok. Est-ce que du coup tu peux nous parler aussi un peu du bien-être au travail, puisque ça fait aussi partie de ce que tu fais?
Ouais. Bah, le bien-être au travail, il faut pas oublier que quand on dit RSE, souvent on pense que environnement. Dans la RSE, tout le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail, qu'on appelle sous l'acronyme QVCT, c'est un sujet à part entière. Il y a toute la partie environnement, mais il y a toute la partie sociale. La partie sociale, elle est de l'ordre de la cohésion, bien évidemment, d'une équipe d'équipes, pardon, qui savent travailler ensemble, ont plaisir à travailler ensemble, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Là aussi, composé de plein d'humains, et ben, il y a énormément de choses qui peuvent être liées sur la qualité de vie au travail, sur la gestion du conflit, sur les montées en compétences, sur les procédés RH, on va dire ça comme ça, sur les conditions de travail, donc qui sont de l'ordre de la sécurité, des postes de travail ou même des conditions quand on est en extérieur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont de cet ordre-là, qui rentrent là-dedans. Et sur, j'en ai un qui vient de m'échapper, sur aussi la manière dont on communique en interne, notre communication interne, justement comme je parlais là tout à l'heure des centres d'information, transparence, échange possible. Donc il y a énormément de sujets sur la qualité de vie et conditions de travail. Ce qui est important, c'est qu'on est quand même dans une ère où on a énormément de problématiques de santé mentale au travail. Et donc aujourd'hui, euh, étant une partie prenante importante, enfin essentielle au sein même de l'entreprise, si pour des raisons de euh, euh, de responsabilité, on s'attaque par exemple à tout notre impact sur l'environnement, mais on en délaisse notre impact sur nos collaborateurs. En fait, on n'avance pas, on fait pas plus on fait vraiment pas plus de pas positifs en ce sens. Donc là, il y a un équilibre à aller rechercher aussi, et ça reste vraiment un besoin en termes de force vive. Aujourd'hui, des entreprises ont tellement de problématiques de recrutement et ou de turnover, pour certaines en tout cas, que c'est un sujet en soi, c'est un sujet de pérennité de l'entreprise. Et moi, que ce soit ce sujet environnemental ou qualité de vie au travail, ce que je viens adresser avec les entreprises, c'est leur pérennité dans le temps, c'est leur durabilité. Et leur durabilité, elle passe par des sujets d'impact environnementaux, mais elle passe aussi par des sujets d'impact sociaux. Et donc la responsabilité d'un dirigeant, c'est de prendre voilà, soin, considération de ses collaborateurs, de les garder, de savoir, enfin, ça c'est important, et de les hisser vers le haut. Ça ça fait partie de la responsabilité. Alors toi, tu es plus sur le terrain. J'ai cette impression-là que les jeunes, justement, les jeunes qui rentrent dans le travail, n'ont plus du tout cette envie de rester toute leur carrière dans la même boîte comme nos parents avaient cette image-là. Est-ce que tu le vois réellement sur le terrain et qu'est-ce qu'une entreprise peut faire finalement pour garder ces salariés-là? Ouais. Alors oui, je le vois, mais je pense que c'est pas une réalité. Enfin, c'est pas une vérité parfaite là aussi. Bien évidemment, il y a plus de un métier unique aujourd'hui. Il y a plus une question maintenant aussi de tout ce qui va être transmission, passation, pas forcément d'une génération à l'autre. Il y a le fait de se dire je peux faire mon temps dans une entreprise, et même des entreprises qui sont ok avec le fait qu'on ait des collaborateurs qui vont à terme aller vivre d'autres expériences ailleurs, mais qui ont le temps et qui laissent une trace dans l'entreprise et qui partent pas avec tout ce qu'ils ont apporté ou ce qu'ils pourraient apporter à l'entreprise. Et là, c'est toute une question justement liée à des temps d'onboarding et offboarding, donc embarquement et départ des collaborateurs, à prendre en compte aussi dans ces histoires de qualité de vie et conditions de travail, parce que ça veut dire que si on prend soin de tout ça, on va avoir par exemple du mentoring, du tutorat avec des collaborateurs en place, et on a une continuité. La problématique d'une personne qui part, c'est pas qu'elle parte, c'est qu'elle parte et qu'elle laisse le vide sur ses compétences, sur ses savoir-faire, voire même ses savoir-être, parce que voilà, elle peut être regrettée, clairement regrettée. Et donc c'est pas qu'elle s'en aille, c'est qu'elle s'en aille et qu'elle laisse un vide. L'idée après, c'est qu'une entreprise, c'est un organisme vivant, donc qui dit vivant, dit entrée, dit sortie, etc. La problématique d'une entreprise aujourd'hui, c'est plus soit d'avoir des personnes qui partent et qui laissent ce vide, soit d'avoir pas le temps
de capitaliser, de former des entités fortes parce que le turnover est beaucoup trop rapide. Donc là, c'est souvent symptomatique d'un problème interne. Pourquoi on arrive et on repart? Là, il faut creuser beaucoup plus profondément. Donc, c'est valable pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Aujourd'hui, on n'a pas qu'une seule vie professionnelle. On a tous des aspirations qui évoluent. Le monde va très 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 vite. Mais moi, je pense que avec une entreprise qui partage un projet de sens qui innove, qui peut être très novatrice dans ces sujets, en l'occurrence environnementaux et sociaux, ont plutôt tendance à avoir euh, une capacité comment on appelle ça? Non, comment on dit? Rétention, pardon, de ces talents, plutôt que voilà, des entreprises qui œuvrent encore sur des stratégies un peu vieilles comme le monde et qui n'ont plus trop de leur place, n'ont plus leur place aujourd'hui. Bah, justement, par rapport à ça, tu dis, bah, le monde va très vite. Est-ce que justement le monde de l'entreprise, ne serait pas un peu trop lent aussi pour mettre en place des nouvelles choses, et cetera, avec tous les process qu'ils ont, en place? Ouais. Oui, il y a une certaine problématique entre le monde qui va vite et l'entreprise qui peut être lente. Et en même temps, moi, je constate, alors je tenais à en parler aussi ici, mais je fais partie donc de l'association la Convention des entreprises pour le climat, qui est née à l'issue de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc là, moi, j'œuvre vraiment sur des parcours de dirigeants très transformateurs. Et là, pour répondre à ta question, je me rends compte à quel point une entreprise, à partir du moment où elle a envie d'aller vite, elle peut aller très très vite. En fait, c'est plus une question de prise de conscience, de prise de pouls. Une fois qu'on a pris le pouls de l'urgence et une fois que nos dirigeants prennent la notion de l'impact, enfin du poids qu'ils ont entre leurs mains et de la capacité, de leur pouvoir d'agir. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on le pense. C'est juste que c'est très humain. Tant qu'on n'est pas prêt au changement, on reste souvent embourbé dans des vieux schémas, on reste embourbé dans des vieilles stratégies, voire même des fois dans des choses qui sont empreintes, du coup, je sais pas si on est sur une entreprise familiale, d'un héritage, etc. Et on n'ose pas sauter le pas. Une fois qu'on ouvre se donne cette possibilité-là et qu'on leur donne à ces dirigeants la possibilité de rêver sur des nouveaux business models vraiment qui prennent état de leur propre prise de conscience et de leur volonté d'œuvrer en tant qu'acteur économique vers un monde plus juste, plus résilient, beaucoup plus robuste. Vraiment, vraiment, ça peut aller très très vite. Il y a des changements qui sont presque magiques, c'est sans vouloir, voilà. Et là pour moi, on récupère de la joie, on récupère de la motivation, on récupère même de la motivation, que ce soit pour eux et pour le reste. C'est beaucoup plus facile d'aller embarquer, pour reprendre ta question de tout à l'heure, d'aller embarquer ses alliés et ses collaborateurs, ses fournisseurs, en étant soi-même sur un cheval, voilà, avec lequel on est sûr voilà, sur lequel on a vraiment envie de miser, quoi. Donc on peut garder espoir. Ah oui, en tout cas, moi je fais ce métier à la fois pour garder espoir, parce que ça m'a nourrie, clairement, au départ. Enfin, c'était une question d'action. Il fallait que je sois en action sur ça et vraiment, en fait, chaque jour, je me rends compte qu'on peut garder espoir, justement par ces grands changements que nous apportent, enfin voilà, ces entreprises, que je suis amenée à côtoyer tous les jours et qui ont un gros poids dans notre société. C'est très important. Donc voilà, oui, on peut garder espoir et surtout on peut le faire avec, comme dit, avec joie, légèreté, envie et ensemble. Donc pour moi, ça fait partie, des prérequis. On peut pas le faire pas ensemble. Alors, transition parfaite, justement dans ce monde où parfois on peut être angoissé par l'écologie ou par, le stress quotidien tout simplement. Comment toi tu apportes un peu de légèreté dans ta vie et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens pour apporter un peu de légèreté dans leur vie? Ouais. Alors moi, je me suis réautorisée à prendre d'abord soin de moi
pouvoir prendre soin de tout ce que j'essaye et ce que j'embarque avec moi dans ma vie professionnelle. Je pense que, on a des vies à 100 à l'heure. On a tous des vies qui sont vraiment trop folles, qui ne sont même pas forcément dignes de nos, de nos voilà, de nos êtres humains, que nous sommes. Donc, déjà, ralentir. S'autoriser à ralentir, le faire sans culpabiliser, apprendre peut-être, aux autres ou en tout cas donner l'envie aux autres de ralentir autour de soi, c'est très intéressant. Prendre soin de soi, ça passe par plein de choses. Ça passe par revenir, à des passions, à des choses qui nous intéressent, mais qu'on a mis de côté justement au rebut pour le bien de, cette vie, toujours, au pas de course. Donc ça peut être, redonner de la place à la créativité, ça peut se redonner de la place à du sport, à des temps informels, de discussion, reprendre son téléphone pour appeler, voilà et discuter avec des personnes qui nous sont chères. Moi, ça me paraît aujourd'hui, c'est peut-être bateau ce que je dis là, mais essentiel pour revenir justement à vraiment ses sensations, à sa sensibilité. On peut pas avoir envie d'agir pour, un monde meilleur si on est, déconnecté soi-même de, ses sens, ses émotions. Donc on est on passe nos vies à être là, dans nos têtes. Il est un peu temps de revenir vraiment tous ensemble dans nos cœurs pour pouvoir vraiment après utiliser nos jambes, et nos bras, à des fins, d'action, mais connectés à nos émotions et pour ça, pour moi, ça passe par une connaissance de soi qui est assez profonde et pour ça, il faut pouvoir avoir du temps avec soi-même. Voilà donc et tout ça dans la légèreté parce que c'est très agréable de pouvoir le faire. Oui, et on peut même allier ça à l'écologie finalement, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde de possession. On se dit toujours, c'est en ayant, je sais pas, une nouvelle voiture, une télé plus grande, etc., qu'on va être plus heureux. Alors que finalement, ce dont tu parles et ce dont tous les personnes que j'ai interviewées sur ce podcast ont dit, c'était justement de prendre du temps pour soi, c'est d'aller se balader en nature, c'est d'aller passer du temps avec les gens qu'on aime, c'est faire des petites choses qui finalement ne sont pas dans la possession mais dans l'être et qui du coup ben, sont entre guillemets écologiques. Ouais, c'est ça, c'est revenir aux essentiels, être dans l'être, se connaître, apprendre à connaître les autres, c'est essentiel pour tisser et des relations humaines profondes et pour du coup après savoir bien travailler ensemble et ça nourrit tellement de choses, ça c'est bête et ça vient de peu, et on a oublié, tout ça et on a oublié d'être seul, on a oublié d'être, dans ses pensées. Dès qu'on est seul, qu'est-ce qu'on fait? On scrolle sur son téléphone et cetera. Il faut être, voilà, faut s'autoriser à ça et puis c'est aussi donner des exemples, ben, à nos générations, enfin voilà, c'est pas toujours être dans le productivisme, c'est pas toujours être dans la performance. Moi, aujourd'hui, c'est un sujet, même qu'on qu'on déconstruit avec les entreprises. Comment faire pour ne plus être une entreprise performante? Alors que c'est tout ce qu'une entreprise veut, par exemple. Et bien aussi, comment arrêter soi-même en tant qu'humain de vouloir être toujours dans la performance. C'est pas possible, c'est pas tenable, c'est même pas, biologiquement, on n'est pas fait pour ça, de base. Donc oui, pour moi, ça paraît important d'être, enfin d'être. Voilà. On va pas dire d'être quoi, d'être. Merci. Justement, si des personnes qui nous écoutent ont envie bah, de se former un peu plus à l'écologie, ou en tout cas de découvrir, d'être sensibilisées, qu'est-ce que tu peux leur proposer? Alors de se former ou de découvrir et d'être sensibilisé, c'est pas la même chose. D'être formé pour pour Alors, on pouvoir va dire, travailler. non, non, pour vraiment juste pour son OK. quotidien personnel. Ouais. Alors, bon, on a la chance d'avoir accès à des milliers de choses en termes de médias, hein, qui soient de l'ordre des livres, qui soient de l'ordre des podcasts, qui soient de l'ordre de formations en ligne, même gratuites, et cetera. Moi, j'ai envie de dire que le sujet est tellement vaste qu'il faut rentrer déjà par la porte d'entrée qui nous est la plus chère. Ne commencez pas à lire, des rapports énergétiques, si, c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout. Il y a différents, il y a vraiment pléthore de personnes qui parlent de ces sujets, de manière très, très accessible. Moi, j'aime beaucoup à dire que c'est quand même, lors de temps collectifs, qu'on apprend le plus. Donc il y a la lecture individuelle, il y a s'abreuver d'informations de manière individuelle, mais il y a beaucoup, de choses qui permettent en collectif donc soit par des outils, alors bien sûr il y a des outils très connus du monde, du grand monde comme, la fresque du climat ou toutes les fresques, qui découlent de cette fresque du climat, qui permettent d'apprendre plein de choses. Hem
ça reste des outils d'apprentissage. C'est pas des outils pour moi, qui ont une fin en soi. C'est des outils qui peuvent nous nourrir en termes d'apprentissage. Mais après, c'est vraiment aller à la rencontre plutôt autour de chez vous, même d'une association qui va, œuvrer pour, la perma-entreprise. Elle va vous apprendre beaucoup, beaucoup plus de choses, les mains dans la terre et même, dans la tête dans les étoiles, j'ai envie de dire, sur comment prendre, soin de la terre, et la honorer. Sur la qualité de vie au travail, c'est pareil, il peut y avoir, plein de livres, par exemple. Il y a des choses très intéressantes à lire, sur l'entreprise, l'entreprise du bonheur, des choses de ce type-là, même qui peuvent paraître un petit peu déconnectées, mais qui peuvent donner souvent, des pistes de réflexion. L Moi, véritablement, en fait, pour moi, il y a pas une manière de se former ou de se sensibiliser. Il y a énormément L'idée, c'est de l'ouverture. Faut s'ouvrir, faut s'ouvrir à tout ça et puis il faut pas chercher à tout savoir parce que de toute manière, on saura jamais tout. C'est un sujet tellement vaste, complexe et entremêlé que, voilà, il y a plein de beaux événements aussi sur Strasbourg, le Forum du développement durable, tous les ans, par exemple. C'est des événements très intéressants. Il y a des initiatives comme, Initiative Durable qui proposent aussi plein de visites de sites, et cetera, qui permettent vraiment de comprendre, mais sur le terrain, pas toujours de manière juste, heu là encore très mentale, de comprendre, tout ça. Et puis après, il faut y aller aussi, à son ressenti, hein. Bref, on a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Est-ce que tu as abordé tous les sujets que tu avais envie d'aborder aujourd'hui ou tu as encore quelque chose à nous rajouter? Oui, je n'ai plus tout à fait de toute manière, je me suis laissée porter à la fois par tes questions et par, nos échanges. Oui, je tenais, peut-être, à remettre un petit coup de projecteur là sur la Convention des entreprises pour le climat qui, à mon sens, est aujourd'hui un vrai dispositif aidant pour tous les dirigeants et dirigeantes qui souhaiteraient, réfléchir entre pairs, accompagnés d'une équipe, formidable. Déjà ça, c'est sûr et aussi, soutenu par justement, des apports et des apprentissages, conférenciers, scientifiques et cetera très, très, très forts, pour se donner le courage d'avancer, vers, ces transformations, d'entreprise et donc du coup, peut-être juste, laisser la porte entrouverte à celles et ceux qui écouteraient ce podcast et qui, se diraient: «Tiens, peut-être que par cette voie-là, ça me donnerait l'envie, de m'y mettre pour de vrai». De me confronter à des choses auxquelles j'étais pas prêt à le faire en étant seule, eh bien, peut-être que si ce podcast peut nous permettre de d'ouvrir cette porte à ces dirigeants, prêts à nous rejoindre, il y a un deuxième parcours puisque le premier parcours Grand Est vient de s'achever là en janvier. Un deuxième parcours, aura lieu, dès l'automne 2026 et voilà, ça c'est très, très, pour moi, c'est à mon sens, une des meilleures initiatives dans le monde économique qui puisse, être, voilà, qui puisse avoir eu lieu ces dernières années. Eh bien, merci beaucoup. Bah, je mettrai ces infos-là en description. Je mettrai aussi le lien vers ton site web et vers tes réseaux sociaux. Et du coup, bah, je te dis un grand merci d'avoir participé à ce podcast, de nous apporter une lumière sur l'écologie avec joie et légèreté, parce que oui, on peut faire ça avec joie et légèreté, c'est important aussi. Et voilà, merci à toi. Bah, je t'en prie, merci à toi pour l'invitation. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous retrouver chaque semaine, le mardi, sur Un brin de légèreté, disponible sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, enfin toutes vos plateformes préférées. N'hésitez pas aussi à liker et partager, puisque ça donnera plus de visibilité justement à des entrepreneurs qui œuvrent chaque jour pour améliorer ce monde. Merci et bonne journée.